Tu te souviens du moment exact où tu as décidé de fermer. Pas de manière spectaculaire, pas avec des cris, pas avec des larmes. Juste un retrait silencieux, une porte intérieure qui s'est refermée très doucement. Et derrière cette porte, tout ce que tu avais été, tout ce que tu avais donné, tout ce que tu croyais que les autres méritaient de toi. Tu étais quelqu'un qui ressentait tout, trop fort, trop longtemps, trop profondément. Tu absorbais la douleur des autres comme une éponge absorbe l'eau. Tu sentais la tristesse dans une pièce avant que quelqu'un ne l'exprime. Tu portais des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Tu aimais d'une façon que peu de gens comprennent vraiment. Et puis, un jour, tu t'es retrouvé à sec. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas la preuve que tu as tort d'être sensible. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est la conséquence prévisible d'une générosité sans frontières. C'est ce qui arrive lorsqu'on donne sans fond à des personnes qui n'ont jamais appris à recevoir sans prendre tout. Et si tu es là, aujourd'hui, à regarder cette vidéo, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans cette description. Peut-être que tu étais l'enfant qui pleurait pour les autres. Peut-être que tu étais l'ami qu'on appelait à 3 heures du matin. Peut-être que tu étais le partenaire qui pardonnait encore. Peut-être que tu étais celui qui sentait tout, disait peu, et absorbait l'impossible. Et peut-être que maintenant, tu n'es plus tout à fait cette personne. Quelque chose a changé. Quelque chose que tu ne sais pas toujours nommer. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, ce que devient vraiment un empathe qui a été trop blessé, pas ce que disent les articles de développement personnel, pas les réponses rassurantes, mais ce que Jung, au fond de ses années de travail sur l'âme humaine, aurait reconnu immédiatement. Il y a une chose que Jung a comprise très tôt dans sa vie, et c'est une chose que beaucoup d'empathes découvrent, souvent trop tard, souvent seuls. La sensibilité n'est pas un problème à corriger, c'est une structure psychique entière. Être empathe, dans le sens profond du terme, ce n'est pas simplement être gentil ou attentionné, c'est percevoir le monde émotionnel des autres avec une précision presque douloureuse. C'est avoir des antennes intérieures qui captent ce que la plupart des gens ne voient jamais. C'est vivre avec une membrane psychique infiniment plus perméable que la moyenne. Et cette membrane, elle est à la fois un don et une vulnérabilité. Un don parce qu'elle te permet de comprendre les autres à une profondeur que peu de gens atteignent. Une vulnérabilité parce qu'elle t'expose à des niveaux d'absorption émotionnelle qui peuvent, avec le temps, devenir dévastateurs. Jung avait un mot pour la structure intérieure qui se développe autour d'une blessure répétée. Il l'appelait le complexe. Pas au sens vulgaire du terme. Pas « j'ai des complexes sur mon apparence ». Non. Un complexe, pour Jung, c'est une constellation émotionnelle. Un nœud psychique chargé d'énergie. Un groupe de souvenirs, d'émotions, de croyances, tous reliés à une expérience fondatrice. Et quand tu es un empathe qui a été blessé de manière répétée, voici ce qui se passe dans cette constellation. Le premier changement, personne ne le voit vraiment de l'extérieur. Il commence dans la façon dont tu perçois les autres. Tu as passé des années à voir le potentiel dans les gens, à croire en eux avant qu'ils ne croient en eux-mêmes, à projeter sur eux une capacité de profondeur, d'amour, de réciprocité. Cette projection, Jung aurait dit que c'est ta lumière que tu mettais sur eux, ta capacité d'amour reflétée dans leur visage. Et puis la réalité a parlé, encore, et encore, et encore, et à chaque fois la même désillusion. Pas une trahison spectaculaire parfois, juste un retrait progressif. Juste une découverte silencieuse que l'autre ne pouvait pas tenir ce que tu mettais en lui. Alors quelque chose se déplace. Le complexe de trahison commence à se former. Pas comme une décision consciente, comme une protection automatique du système nerveux. Ton psychisme dit, si je continue à projeter du potentiel sur les gens, je vais continuer à souffrir. Donc il commence à retirer ses projections, à regarder les autres avec des yeux différents, moins lumineux,
plus froid, plus précis. Et tu te retrouves avec quelque chose d'étrange, une lucidité qui ressemble à de la sagesse, mais qui, parfois, ressemble aussi à de la méfiance. Il y a un deuxième changement. Celui-là, il touche à l'intérieur. Jung avait un concept qu'il appelait le persona, la façade, le masque social que chaque être humain construit pour survivre dans le monde. Pour la plupart des gens, le persona se construit progressivement, presque naturellement. Mais pour un empathe blessé, il se construit différemment. Il se construit comme une armure. Avant les blessures, tu étais peut-être quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui montrait facilement sa douleur, quelqu'un qui disait « j'ai besoin » sans en avoir honte, quelqu'un qui offrait sa vulnérabilité comme une main tendue. Après les blessures répétées, quelque chose dans ton psychisme prend une décision que tu n'as pas prise consciemment, mais que tu peux observer dans tes comportements. Tu commences à montrer moins, à parler moins de ce que tu ressens vraiment, à répondre « ça va » quand ça ne va pas, à sourire dans des moments où tu voudrais fermer les yeux. Ce n'est pas de la fausseté, ce n'est pas de la manipulation, c'est une protection psychique profondément humaine. Ton persona s'est épaissi, comme une peau qui forme une cicatrice sur une plaie ancienne. Et tu vis maintenant avec cette dichotomie intérieure. D'un côté, une sensibilité toujours aussi vive, toujours aussi profonde. De l'autre, une façade de plus en plus solide, de plus en plus difficile à traverser. Peut-être que tu l'as remarqué dans ta vie. Peut-être que tu l'as vu dans tes relations. Les gens te disent que tu es difficile à lire, que tu sembles calme alors qu'ils sentent que quelque chose se passe, que tu es présent physiquement mais absent autrement. Et tu acquiesces. Parce que c'est vrai. Parce que tu as appris à séparer ce que tu montres de ce que tu ressens. Cette séparation, Jung l'aurait reconnue immédiatement. C'est la dissociation partielle entre le conscient et l'inconscient, entre le persona et l'âme. Et ce n'est pas une pathologie, c'est une intelligence douloureuse, mais une intelligence quand même. Il y a un troisième changement. Celui-là, il est le plus subtil et le plus important. Un empathe blessé commence à développer quelque chose que Jung appellerait l'ombre enrichie. Tu connais peut-être le concept de l'ombre jungienne. Cette partie de nous que nous refoulons, tout ce que nous jugeons inacceptable en nous, la colère, la méchanceté, l'égoïsme, la froideur. Pour un empathe, l'ombre contient quelque chose de particulier. Tout au long de sa vie, l'empathe a réprimé une chose fondamentale, son propre besoin. Parce qu'être empathe, souvent, ça se construit sur une croyance implicite. Mes besoins à moi comptent moins que les besoins des autres. Ma douleur à moi est moins urgente que la douleur des autres. Mon désir à moi est moins légitime que le désir des autres. Et cette répression systématique du soi nourrit une ombre particulière. Une ombre faite de colère froide. Une ombre faite de limites non posées, transformées en ressentiment profond. Une ombre faite de besoins niés, transformée en vide intérieur. Quand l'empathe est trop blessé, cette ombre commence à remonter. Et là, il se passe quelque chose que l'empathe lui-même ne comprend pas toujours. Il commence à ressentir des choses qui ne lui ressemblent pas. Des impulsions de froideur, des moments de détachement émotionnel complet, des éclairs de cynisme sur des sujets qui l'auraient autrefois touché, une impatience nouvelle vis-à-vis des émotions des autres. Et il se regarde avec effroi. Il se dit « Qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'étais pas comme ça. » Mais ce n'est pas une dégradation, ce n'est pas la preuve qu'il est devenu quelqu'un de mauvais. C'est l'ombre qui parle enfin, l'ombre qui dit « Tu m'as ignoré assez longtemps. J'existe, et j'ai quelque chose à te dire. » Jung a passé une grande partie de sa vie à étudier ce moment où l'ombre émerge chez quelqu'un qui a longtemps refoulé. Il ne l'appelait pas une crise, il l'appelait une opportunité. Parce que l'ombre ne remonte pas pour détruire,
Elle remonte pour rééquilibrer. Quand l'empathe blessé commence à ressentir de la froideur, ce n'est pas qu'il est devenu froid, c'est que son psychisme essaie de lui redonner la capacité de se protéger. Quand il ressent du cynisme, ce n'est pas qu'il a perdu sa foi, c'est que son psychisme essaie de lui redonner un ancrage dans la réalité. Quand il ressent de la distance, ce n'est pas qu'il est devenu indifférent, c'est que son psychisme essaie de lui redonner de l'espace pour lui-même. La question n'est pas de résister à ces mouvements. La question est de les comprendre. Il y a un concept que Jung a développé à travers ses années de pratique clinique, un concept qu'il a parfois appelé le guérisseur blessé. L'idée est simple. Parfois, ce sont les personnes qui ont été le plus blessées dans un domaine précis qui développent la plus grande capacité à accompagner les autres dans ce même domaine. Pas parce que la blessure les a rendus forts, pas parce que la souffrance est nécessaire, mais parce que la blessure, quand elle est traversée consciemment, crée une carte de l'intérieur, une connaissance de terrain que personne d'autre ne peut avoir. L'empathe blessé qui a traversé le retrait, la froideur, le cynisme, le vide, et qui a continué quand même à chercher à comprendre. Cet empathe-là développe quelque chose de rare, une double vision. Il voit à la fois la lumière dans les gens, et il connaît maintenant les zones d'ombre. Il peut aimer profondément, et il sait maintenant poser des limites. Il reste sensible. Mais sa sensibilité a acquis une solidité nouvelle. C'est ça, l'individuation jungienne appliquée à l'empathe. Ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est d'intégrer ce que la blessure a appris. Mais avant d'en arriver là, il y a des étapes que personne ne décrit vraiment, des étapes que l'empathe traverse souvent seul, souvent silencieusement, souvent avec honte. La première étape, c'est l'engourdissement. Après une blessure profonde, le psychisme fait quelque chose d'intelligent. Il coupe la sensibilité au seuil, pas complètement, jamais complètement, mais assez pour que la douleur devienne supportable. L'empathe blessé se retrouve dans un état étrange. Il sait qu'il ressent encore. Il perçoit encore les émotions des autres. Mais il les perçoit comme derrière une vitre. Présent, mais à distance. Concerné, mais protégé. Et il ne sait pas si c'est de la guérison ou de la perte. Il ne sait pas si c'est de la sagesse ou de la mort d'une partie de lui. Je vais te dire ce que c'est. C'est une pause que le corps psychique s'est accordé, parce que l'effort de tout sentir, sans filtre, sans armure, était devenu insoutenable. Ce n'est pas la fin de ta sensibilité, c'est sa mise en veille provisoire. La deuxième étape, c'est la sélection. L'empathe blessé commence à trier, pas consciemment au début, intuitivement. Il commence à distinguer les personnes qui méritent son énergie émotionnelle de celles qui ne la méritent pas. Et ce tri, au début, il se fait brutalement, parce qu'il a trop longtemps fonctionné sans filtre, parce qu'il a trop longtemps cru que tout le monde méritait son tout. Alors parfois, dans cette phase, l'empathe devient presque froid avec les gens, pas méchant, mais économe de lui-même d'une façon qui peut surprendre ceux qui le connaissaient avant. Peut-être que tu l'as vécu. Peut-être que des gens t'ont dit « tu as changé » et tu ne savais pas quoi répondre. Parce que oui, tu as changé, mais tu ne savais pas si c'était bien ou mal. C'est bien. Pas parce que le changement était facile, mais parce qu'il était nécessaire. La troisième étape, c'est la colère. Beaucoup d'empathes blessés n'admettent pas leur colère. Parce que la colère, ça ne correspond pas à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que la colère, pour eux, a toujours été quelque chose de honteux. Quelque chose que les bonnes personnes ne ressentent pas. Mais la colère est là. Elle est là depuis longtemps. Elle s'est accumulée silencieusement. La colère d'avoir donné sans recevoir. La colère d'avoir vu et d'avoir été ignoré. La colère d'avoir porté ce que personne ne portait pour toi. La colère d'avoir été sincère dans un monde qui récompense la surface. Cette colère, Jung la reconnaîtrait comme une colère juste,
Pas une colère destructrice, une colère signal, une colère qui dit quelque chose n'allait pas dans ma façon de me positionner dans le monde. Quelque chose n'allait pas dans la façon dont j'ai accepté d'être traité. Quelque chose doit changer, et ce quelque chose, ce n'est pas ta sensibilité, ce n'est pas ta capacité d'amour, c'est le seuil que tu mets autour de toi, la limite entre toi et le monde. Il faut qu'on parle de cette limite, parce que c'est au cœur de tout ce que traversent les empathes blessés. L'empathe naturel, celui qui n'a pas encore été trop blessé, n'a souvent pas de limite claire. Ou plutôt, il en a une, mais elle est poreuse. Elle laisse entrer ce que les autres projettent sur lui, leurs attentes, leurs besoins, leurs douleurs, leurs demandes implicites. Et pendant longtemps, cet empathe croit que cette porosité est une qualité. Il croit que ressentir tout est une forme de compassion. Il croit que porter la douleur des autres est une forme d'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la compassion, c'est de la fusion. La fusion, en psychologie jungienne, c'est l'état où les frontières du soi ne sont pas clairement établies, où on ne sait plus très bien où je finis et où l'autre commence. Et la fusion, même affectueuse, même bienveillante, est épuisante, parce qu'elle demande au soi de se dissoudre continuellement dans le contact avec l'autre. L'empathe, qui a été trop blessé, a souvent souffert précisément de cette fusion. Il a donné jusqu'à ne plus se retrouver lui-même. Il a aimé jusqu'à perdre le fil de ce qu'il ressentait pour lui, séparément des autres. Et la blessure, aussi douloureuse qu'elle soit, a parfois eu pour effet de le forcer à se retrouver. Voilà ce qui arrive vraiment. Voilà ce que personne ne dit clairement. L'empathe trop blessé ne disparaît pas. Il ne devient pas une version desséchée de lui-même. Il ne perd pas sa capacité d'amour. Il entre dans un processus de reconstruction du soi, un processus que Jung aurait reconnu comme une forme d'individuation involontaire, une crise initiatique, pas choisie, pas planifiée, mais profondément transformatrice. Dans ce processus, plusieurs choses se mettent en place simultanément. Il développe une conscience nouvelle de l'énergie. Il commence à percevoir non seulement la douleur des autres, mais aussi la direction dans laquelle cette douleur circule, vers lui ou ailleurs, vers quelque chose de constructif ou vers quelque chose de destructif. Il développe une sélectivité des liens, pas par fermeture, par discernement. La différence entre choisir de ne pas ressentir et choisir avec qui ressentir. Il développe une relation différente à lui-même, moins d'exigences intérieures, moins de jugement sur sa propre sensibilité, plus de permission de se retirer quand c'est nécessaire, plus de droit à ne pas tout porter. Il y a quelque chose que Jung a écrit dans ses mémoires qui me touche profondément chaque fois que je l'y lis. Il a dit, en substance, que la plus grande souffrance vient du refus de souffrir consciemment. Lis cette phrase lentement. La plus grande souffrance vient du refus de souffrir consciemment. L'empathe blessé souffre, pas parce qu'il est fragile, pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a absorbé un excès de souffrance sans jamais la nommer pour lui-même. Il a souffert pour les autres, avec les autres, en silence, souvent, sans jamais s'asseoir avec sa propre douleur et lui dire « Toi aussi, tu as droit d'exister ». Et le travail qui l'attend, pas un travail facile, mais un travail juste, c'est ce retournement. Ce moment où, au lieu de se demander « Comment je peux aider cet autre à souffrir moins ?», il se demande « Qu'est-ce qui me fait souffrir, à moi, et qu'est-ce que je peux en faire ?» Si cette vidéo t'a touché, va plus loin. J'ai écrit un guide complet sur ce sujet, ce que tu cherches en l'autre, 7 chapitres, 7 exercices jungiens pour comprendre tes relations amoureuses en profondeur. Parce que pour un empathe, la relation amoureuse est souvent le terrain où toutes ces dynamiques s'expriment avec le plus de force. C'est là que la projection est la plus intense. C'est là que la fusion est la plus dangereuse. C'est là que la blessure laisse les traces les plus durables. Et c'est là aussi que le travail intérieur peut transformer le plus profondément. Le lien est en description. Il y a une image que j'utilise parfois pour décrire ce processus.
L'image d'un arbre en hiver. L'arbre en hiver semble mort. Ses branches sont nues. Ses feuilles ont disparu. Il n'y a pas de signe visible de vie. Quelqu'un qui ne connaît pas les arbres pourrait croire que cet arbre est perdu, qu'il a cessé d'être, qu'il ne reviendra pas. Mais sous la surface, dans les racines, dans le bois, la vie continue. Elle s'est retirée. Elle s'est concentrée. Elle prépare quelque chose. L'empate trop blessé ressemble à cet arbre en hiver. De l'extérieur, il semble fermé, moins chaleureux qu'avant, moins disponible, moins lui. Mais à l'intérieur, quelque chose se consolide, une sève nouvelle, une profondeur nouvelle, une force qui n'existait pas dans la version de lui qui donnait tout sans compter. Et le printemps viendra, pas parce que quelqu'un l'a dit, pas parce que quelqu'un l'a promis, mais parce que c'est la nature du vivant. Qu'est-ce qui change précisément? Voilà ce que j'observe, pas dans les livres, dans les gens, dans les conversations, dans les confidences, dans les histoires que les empates blessés racontent quand ils commencent à émerger. Leur amour change de nature. Avant la blessure, ils aimaient avec un excès de don. Tout donner, tout le temps, sans compter. Et ils attendaient, souvent inconsciemment, que l'autre en fasse autant. Après la blessure, quelque chose de plus lent s'installe, un amour plus observateur, un amour qui prend le temps de voir si la réciprocité est là, un amour qui peut s'arrêter, un amour qui peut dire non. Ce n'est pas moins d'amour, c'est un amour plus ancré dans le réel. Leur relation à la solitude change aussi. Avant, la solitude faisait peur. Elle signifiait l'abandon. Elle signifiait que quelque chose chez eux n'était pas aimable. Alors ils remplissaient les silences de présence, de relation, de contact. Après la blessure, la solitude commence à ressembler à quelque chose d'autre, à un espace où ils retrouvent enfin le fil de leurs propres pensées, de leurs propres émotions, de leurs propres désirs. La solitude ne signifie plus l'abandon, elle signifie le retour à soi. Et pour un empate qui a longtemps perdu ce fil dans le contact avec les autres, ce retour est une forme de guérison. Leur rapport au corps change, parce qu'un empate blessé vit souvent une grande partie de son expérience dans sa tête et dans ses émotions. Il pense aux autres, il ressent pour les autres, mais il oublie souvent son propre corps, ses propres signaux, sa propre fatigue. Après les blessures répétées, si le travail intérieur est fait, il commence à écouter différemment. Il commence à reconnaître la tension dans ses épaules comme un signal, la fatigue dans son estomac comme une information, l'envie de se retirer d'une conversation comme une sagesse du corps. Son corps était là depuis le début, il lui parlait depuis le début. Il ne savait tout simplement pas encore comment l'écouter. Il y a quelque chose de très jungien dans tout cela. Jung croyait que l'inconscient n'est pas notre ennemi. Il croyait que l'inconscient est notre partenaire. Un partenaire qui essaie de nous guider vers quelque chose que notre conscience n'a pas encore vu. Pour l'empate blessé, l'inconscient parle à travers les symptômes. L'engourdissement qui dit « tu as besoin de repos », la colère qui dit « quelque chose n'était pas juste dans comment tu te positionnais », la méfiance qui dit « prends le temps d'observer avant de te donner », la solitude recherchée qui dit « tu as besoin de toi-même avant de pouvoir te donner aux autres ». Ces symptômes ne sont pas des défauts de caractère, ils ne sont pas des signes que tu es devenu quelqu'un de moins bien, ils sont des messages, et la question n'est pas de les faire taire, la question est de les écouter assez longtemps pour comprendre ce qu'ils portent. Peut-être que tu te demandes si tu reviendras à ce que tu étais. C'est une question que beaucoup d'empates blessés se posent, avec espoir parfois, avec crainte aussi. La réponse honnête, c'est non. Tu ne reviendras pas à ce que tu étais. Mais ce n'est pas une perte. Ce que tu étais, cet empate ouvert, perméable, sans frontières, c'était une première version, une version sincère, une version généreuse, mais une version incomplète. Ce que tu es en train de devenir, plus ancré, plus sélectif, plus conscient de toi-même,
mais toujours sensible, c'est une version plus complète, une version qui peut aimer sans se perdre, une version qui peut ressentir sans être submergée, une version qui peut donner parce qu'elle choisit de donner, pas parce qu'elle ne sait pas faire autrement. C'est ça, la promesse de ce processus. Pas revenir, mais avancer vers quelque chose de plus entier. Jung a passé sa vie entière à cartographier l'intérieur de l'être humain. Et une des choses les plus profondes qu'il a comprises, c'est ceci. On ne peut pas aimer vraiment quelqu'un d'autre si on n'a pas appris à se traiter soi-même comme quelqu'un qui mérite d'être aimé. Pour l'empathe, cette phrase a une résonance particulière, parce que l'empathe sait aimer les autres. C'est presque naturel pour lui, c'est presque instinctif, mais aimer dans la réciprocité, s'aimer soi-même suffisamment pour poser des limites, pour se retirer quand c'est nécessaire, pour dire non sans culpabilité. Ça, c'est le travail de toute une vie, et la blessure, aussi terrible qu'elle ait été, a parfois pour fonction de forcer ce travail, de dire « tu ne peux plus continuer comme avant, quelque chose doit changer ». Et ce quelque chose, c'est toi. Alors si tu es là, aujourd'hui, si tu te reconnais dans ce que je décris, si tu te retrouves dans cet entre-deux étrange entre qui tu étais et qui tu deviens, je veux te dire quelque chose. Ce que tu vis n'est pas une régression. Ce n'est pas une mort de ta meilleure partie. Ce n'est pas la preuve que la vie t'a brisé. C'est une initiation. Une initiation que tu n'as pas demandée, que tu n'aurais peut-être pas choisie si on te l'avait proposée. Mais une initiation quand même, vers une version de toi-même qui peut aimer sans se dissoudre, qui peut sentir sans être submergé, qui peut donner depuis un endroit de plénitude plutôt que depuis un endroit de vide. Ce n'est pas le chemin le plus court, mais c'est souvent le plus transformateur. Il y a une dernière chose que je veux te dire. Les empathes blessés qui traversent ce processus conscientement finissent souvent par devenir quelque chose de rare. Pas des saints, pas des thérapeutes parfaits, pas des êtres sans ombre, mais des personnes capables d'une présence différente. Une présence qui n'est plus dans le besoin d'être aimée pour tout donner. Une présence qui a traversé le fond et qui n'en a pas peur. Une présence qui peut s'asseoir avec la douleur des autres sans s'y perdre, parce qu'elle connaît maintenant le chemin de retour. C'est ça, le guérisseur blessé dont parlait Jung. Quelqu'un dont la blessure est devenue une cartographie. Une cartographie qu'il peut offrir aux autres, non pas pour les sauver, mais pour les accompagner. La question que je te laisse aujourd'hui, pas une question sur les autres, sur toi. Depuis que tu as été blessé, profondément blessé, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui a changé que tu n'arrives pas encore à accepter pleinement? Quelque chose que tu regardes avec méfiance ou avec honte, mais qui pourrait être, si tu le regardais différemment, le début de quelque chose de plus ancré? Écris-le en commentaire. Pas pour moi, pour toi. Parce que nommer ce qu'on ressent, c'est parfois la première forme de guérison.